Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Dans les années 1970, la Sierra Leone, avec ses cocotiers et ses plages de sable blanc, faisait partie des destinations préférées des Français, choisissant de passer leurs vacances en Afrique de l'Ouest. Des personnalités en avaient fait leur camp de base africain. Mais cette image de carte postale idyllique, c'était avant la guerre civile. De 1991 à 2002, soit 11 ans durant, la guerre civile déchire le pays. Elle fera 120 000 morts. Au-delà de ce bilan meurtrier, la guerre entraîne la Sierra Leone, déjà fragile, dans l'engrenage de la pauvreté. Actuellement, dans le classement annuel du Programme des Nations Unies pour le développement, la Sierra Leone pointe au 180e rang sur 186 pays évalués. Dans le même temps, de conflits mettant coup d'arrêt brutal à la manne financière que représentait le tourisme. Aujourd'hui, si les paysages ont retrouvé leur côté paradisiaque, le pays fait toujours peur. Depuis la fin de la guerre et avec les récents ravages de l'épidémie d'Ebola, les touristes n'ont pas réinvesti le pays. Alors, pour redorer l'image de la nation et y faire revenir les visiteurs, les autorités comptent s'appuyer sur ce qu'ils considèrent comme l'un des atouts du pays, la beauté des femmes sierra-léonaises. L'idée a émergé lors de l'élection de Miss Univers 2016 aux Philippines. Pour la première fois, la Sierra Leone y envoie une représentante, Awa Kamara. La jeune femme de 25 ans ne sera finalement pas classée, mais l'important est ailleurs. Parmi les candidates africaines, c'est celle qui attire le plus l'intérêt des médias internationaux. Awa Kamara offre une nouvelle visibilité à la Sierra Leone et une image glamour du pays. Et incarne avant tout l'espoir de toute une nation. Le reportage de Maïla Mendy, Marie Dubois, Séverine Bardon. Soirée strass et paillettes à Freetown, capitale de la Sierra Leone. C'est la première édition des National Entertainment Awards qui réunit les célébrités locales. Mais celle que tout le monde attend, c'est elle. La reine de beauté de l'année. Awa Kamara, première représentante de la Sierra Leone au concours de Miss Univers. Mesdames et messieurs, je veux remercier Dieu pour ça. Merci à vous tous, à messieurs les ministres, c'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous. Merci à ma mère et à tous ceux qui ont voté pour moi. Il est temps maintenant de faire ce que les Sierra Léonais adorent faire, la fête. Je suis si fière, tellement impressionnée. Je suis si heureuse, c'est une enfant bénie. Fierté de sa mère, mais surtout aujourd'hui icône nationale, à 26 ans, Awa incarne les espoirs d'avenir de la Sierra Leone. Quand elle n'est pas sous le feu des projecteurs, Awa retrouve le quartier dans lequel elle a grandi. Un quartier pauvre, à l'image de la Sierra Leone, 180e pays sur 186 en termes de développement humain. Où est le ballon? Allez, amène-le. Ambassadrice de charme, Awa veut avant tout se poser en modèle pour les jeunes de son pays. Il y a pénalty pour moi, non? J'ai commencé comme la plupart d'entre eux. Il faut que je sois présente pour leur montrer que tout est possible. Il y a plein d'enfants à la maison. Elle est très bruyante, elle pleure tout le temps. Dis bonjour, Fanta. Forte de sa nouvelle notoriété internationale, Awa espère promouvoir la Sierra Leone à l'étranger. Sa participation à l'élection Miss Univers aux Philippines lui a fait réaliser à quel point son pays était méconnu. Je voulais qu'ils pensent à la Sierra Leone d'une manière plus positive. Les étrangers ont souvent une vision négative du pays. Ils s'imaginent qu'on est en guerre,
que les gens ne sont pas beaux et ne parlent pas vraiment anglais. Quand je suis allée là-bas, ils m'ont d'abord demandé « Vous avez besoin d'un interprète ?» Et je leur ai répondu « Pourquoi faire ?» Du coup, ils m'ont dit « Oh, on ne savait pas que vous parliez anglais. » Ces idées reçues, le pays d'Afrique de l'Ouest en est victime depuis 1991. Cette année-là, une guerre civile éclate. Elle durera 11 ans et fera 120 000 morts. À peine sortie de la guerre, la Sierra Leone est frappée par l'épidémie d'Ebola. Résultat, le pays fait peur, alors qu'il attirait autrefois des dizaines de milliers de touristes par an. Désormais, si une plage sierra-léonaise est bondée, c'est parce que la jeunesse du pays vient s'y retrouver le week-end. Mais en semaine, pas un touriste sur le sable blanc. Bâtiments abandonnés ou en ruine, constructions à l'arrêt, difficile d'imaginer que la plage de Tokay était un haut lieu du tourisme. Eric Thompson, aujourd'hui gérant d'hôtel, se souvient encore de l'âge d'or de la Sierra Leone. Vous pouvez constater le désastre de la guerre. Tout a été détruit. Les Français venaient ici dans les années 70 et 80, quand le tourisme existait encore en Sierra Leone. Ça, c'est l'ancienne Africana. Et là, c'était la boîte de nuit de l'Africana, sur la plage de Tokay. À l'époque, Eric Thompson était un beach boy, une sorte de guide touristique. Les pourboires lui rapportaient environ 26 € par jour, l'équivalent de son revenu mensuel actuellement. Si tu ne trouves pas de travail, peut-être que la prochaine étape, c'est d'aller faire des choses mauvaises, comme voler ou causer d'autres problèmes. La guerre civile et Ebola ont ruiné la Sierra Leone. Aujourd'hui, près de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. 65% des jeunes sont au chômage. Redorer l'image du pays pour relancer le tourisme et l'économie locale, c'est justement la mission de Natasha Beckley, patronne de la marque Miss Univers en Sierra Leone. Elle-même ancienne Miss, Natasha prend son rôle très au sérieux. C'est là que les gens vont commencer à vous aimer. On commence avec toi, Aja. Bien, arrête-toi au milieu. Vas-y. Ok, viens par ici. Laisse-moi t'apprendre quelque chose. Je ne travaille pas comme les autres organisateurs de concours de beauté que vous connaissez. La structure est importante pour moi. Quand vous êtes debout, si vous posez ce pied-là, il faut mettre l'autre à cet endroit. Puis tu rentres tout. Tu te tiens droite, tu lèves le menton. Voilà, comme ça. Rentre ton ventre. Pour Natasha, le défilé de Miss n'est pas seulement une affaire d'esthétique. Elles sont les ambassadrices de la République de Sierra Leone. Si une association soutient une cause, travaille pour l'éducation des filles par exemple, j'attends de ma Miss Univers Sierra Leone qu'elle aille défendre cette cause. Les Miss sont des défenseurs de tout ce qui est bien pour le pays. Elles sont les défenseurs de l'environnement, de l'eau potable, du changement climatique, de la prévention contre le sida et le cancer. Nous utilisons nos candidates comme des porte-paroles, capables d'exposer les problèmes du pays et de montrer qu'on peut contribuer au changement. Le vent du changement en Sierra Leone viendra-t-il d'un concours de Miss ? L'idée peut paraître saugrenue dans un pays où la religion est très présente. Plus de 70% de la population sierra-léonaise est musulmane. La foi s'affiche partout. Adja, 21 ans et étudiante en droit, est une habituée des concours de Miss qui se multiplient depuis la fin de la guerre. Musulmane pratiquante, elle a imposé sa passion à sa famille, pourtant très pieuse. Mon père est musulman. Il est imam dans plusieurs mosquées. Parfois, il se sent humilié quand les gens lui disent « J'ai vu ta fille dans des magazines sur des affiches. À quoi elle joue ?» Ce genre de critique le stresse, mais il me laisse faire ce que je veux. Je fais mes 5 prières par jour, je loue Allah. Participer à des concours de beauté ne m'empêche pas de prier, et les gens qui parlent, honnêtement, je m'en fiche. Adja profite de la tradition de tolérance religieuse de la Sierra Leone.
Mais dans un pays où les femmes ont payé un lourd tribut durant la guerre, les concours de Miss sont loin de faire l'unanimité. L'instrumentalisation de jeunes filles parfois peu éduquées n'est pas du goût de Fatmata Taki, présidente d'une association féministe. Avoir des femmes, et uniquement des femmes, qui paraissent sur scène, nues ou presque nues, pour moi ce n'est pas ça la beauté, parce que ce n'est pas réaliste. Tout le monde n'est pas comme ça. Vous ne pouvez pas dire toutes les femmes en Sierra Leone sont comme ça. Mais si on avait un concours de Miss qui montrait la beauté des choses et la beauté de la Sierra Leone, alors là, on atteindrait l'objectif souhaité. Mais pour le gouvernement qui soutient les concours de Miss, le charme des reines de beauté opère déjà. J'étais récemment à Berlin, à l'un des plus grands salons internationaux dédiés au tourisme. Nous avons eu de nombreuses opportunités là-bas. Nous avons rencontré beaucoup d'investisseurs. Certains nous ont recontactés et sont même venus visiter la Sierra Leone. Tout ça, c'est parce que les gens ont vu et entendu des choses positives sur notre pays. La participation d'Hawa Kamara à Miss Univers nous a vraiment aidés. Grâce à elle, les gens ont découvert la Sierra Leone. Le ministre du Tourisme se prend à rêver de millions de dollars d'investissement. Et c'est tout naturellement avec Natacha, la patronne des concours de Miss, qu'il partage ses grandioses projets d'avenir. C'est ce que j'aimerais faire à Number 2. J'ai un projet de développement complet. Là, ce sont des marinas, des quais pour les bateaux, que des trucs géniaux. Mais pour l'instant, River Number 2, c'est ça. Une plage paradisiaque, certes, mais gérée avec les moyens du bord par la communauté locale. Nous considérons cet endroit comme un modèle parce que les jeunes se rassemblent, s'organisent et récoltent des fonds auprès des particuliers, des ONG, des ambassades. Ils utilisent cet argent pour financer une partie des infrastructures. On est encore loin du flot d'investissements étrangers souhaités par le ministre. Et même si des établissements plus ou moins luxueux commencent à sortir de terre, rien ne garantit le retour des touristes. C'est ce qui inquiète cette gérante d'hôtel, peu convaincue par les opérations de promotion de son pays. Le long des plages, on voit des hôtels en construction. Les guest house ont de plus en plus de clients. Mais moi, en tant que professionnel, j'ai peur que tout ça ne tienne pas, parce qu'il n'y aura pas de touristes. Personne ne viendra. Et pour moi, les concours de beauté, ça n'a vraiment rien à voir avec le tourisme. D'accord, les filles y participent, elles gagnent. Mais que se passe-t-il après ? Futile ou utile, peu importe pour les candidates à Miss Univers, concentrées aujourd'hui sur leur premier test de sélection. Je n'arrive toujours pas à y croire, je me sens bien et j'ai hâte que l'audition commence. Merci. Allez, vas-y, fais demi-tour. Ces jeunes filles qui rêvent déjà d'une gloire internationale, ont-elles conscience des attentes de leur pays ? Allez, restez des nôtres. On se retrouve après cette très courte pause. À tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. Après les États-Unis, le Japon est le pays qui adopte le plus. Mais dans l'archipel, une écrasante majorité des adoptions ne concerne pas des enfants, mais des adultes hommes.
Ils sont souvent chargés de reprendre l'entreprise familiale en l'absence de fils pour héritier. Du fait de la baisse de la natalité au Japon, cette étonnante tradition ancestrale revient à la mode. Marie Linton, Taro Hirai et Anaëlle Royer nous en disent plus. Créer des couples, c'est le métier de Chieko Date. Aujourd'hui, elle a traversé tout le Japon pour accompagner son protégé dans sa recherche de l'âme sœur. Mais la rencontre amoureuse ressemble plutôt à un entretien d'embauche. Que pensez-vous faire pour être utile à cette clinique ? C'est une clinique de quartier. Je pense qu'il faut la mettre en valeur en tant que telle et rappeler qu'elle a accompli beaucoup de choses pendant des années. Autant qu'un mari, Kazue Fuji recherche un homme capable de reprendre la clinique de son père. S'il passe l'entretien avec succès, le candidat devra non seulement l'épouser, mais aussi être adopté par ses parents afin de devenir le successeur légal de la famille. C'est moi qui ai créé cette nouvelle clinique, mais je ne sais pas jusqu'à quand je pourrai continuer à travailler. C'est pour ça que j'ai besoin d'un successeur. Nous sommes 2 sœurs dans la famille. En tant que fille aînée, je voulais devenir médecin pour aider mon père. Mais je n'étais pas assez intelligente pour faire des études de médecine. Alors j'ai abandonné. Maintenant, je n'ai pas d'autre choix que d'épouser un adopté qui puisse reprendre la clinique. Parce qu'il n'est pas médecin de formation, Koichi Yoda ne sera finalement pas retenu pour devenir l'héritier de la famille. Mais au Japon, environ 80 000 adultes hommes sont adoptés chaque année, en général par la famille de leur épouse. On les appelle les mukoyoshi. Le phénomène est tellement répandu que l'agence matrimoniale de Chieko Date s'est spécialisée dans ce nouveau marché. Le taux de natalité est en chute libre au Japon. Actuellement, il y a de plus en plus de familles qui n'ont que des filles. Comme elles entendent toute leur vie qu'il faut qu'elles épousent un mukoyoshi, elles finissent par s'y sentir obligées quand elles atteignent l'âge adulte. En l'absence d'héritiers mâles, de grands conglomérats familiaux ont réussi à perdurer grâce à un mukoyoshi. Osamu Suzuki, l'actuel président de Suzuki Motors, fait ainsi partie des adoptés célèbres. Mais pour Mariko Fujiwara, ce phénomène est la preuve que le Japon reste une société résolument patriarcale. Le phénomène des mukoyoshi reflète une division du travail entre les hommes et les femmes, typique de la société japonaise. Les parents préfèrent que leur beau-fils leur succède plutôt que leur propre fille. Et il est vrai que les parents ne mettent pas en place de stratégie pour éduquer leurs filles afin qu'elles deviennent de brillantes femmes d'affaires. Dans les campagnes, les adoptés adultes permettent de pallier la crise des vocations dans l'agriculture. Issu d'une famille de 5 enfants, Isamitsu Tanai a relevé le défi. Il y a 2 ans, il a changé de nom de famille et repris l'exploitation bovine de son épouse, loin de sa région d'origine. J'étais un peu triste de changer de nom. Ça voulait dire que je n'appartenais plus à la même famille que mon père et ma mère biologique sur le registre familial, donc c'était assez triste. Une femme n'a pas forcément la force physique pour utiliser de grosses machines, par exemple. Donc c'est difficile de s'occuper seule d'une ferme. Il nous fallait absolument un mukoyoshi pour en prendre la succession. Avec leur petit garçon de 2 ans, les Hitomi ressemblent à n'importe quelle famille. Mais de lourdes responsabilités pèsent sur les épaules de l'héritier. En plus de s'occuper des 65 vaches laitières, Isamitsu s'est engagé à rester avec sa nouvelle famille jusqu'à son ultime demeure. Je suis désormais un membre à part entière de la famille Hitomi. Il est donc naturel que je rentre dans leur caveau familial, car ils m'ont accueilli dans la famille. Et les familles restent ensemble jusqu'à la fin.
Alors que le nombre de naissances est passé pour la première fois sous la barre des 1 million l'an dernier et qu'un quart des Japonais ont plus de 65 ans, la course aux héritiers mâles comme Hisamitsu ne risque pas de s'arrêter dans l'archipel. Depuis le début du mois de septembre, des milliers de Tunisiens sont arrivés illégalement en Italie. Des centaines ont été interceptés par les gardes-côtes tunisiens. Mais ce n'est pas de nature à décourager des jeunes déçus par une révolution qui ne leur a rien apporté. Dans la ville de Bir Ali, entre chômage et désillusion, beaucoup de jeunes rêvent d'ailleurs, parfois au péril de leur vie. Le reportage de Karim Yayaoui et Mohamed Farhat. Non loin de Sfax, l'île de Kerkena. La mer est calme, mais récemment elle a englouti des dizaines de jeunes Tunisiens. Les tentatives de départ pour l'Europe se sont multipliées. Le mois d'octobre a été particulièrement meurtrier. Un bateau de pêche comme celui-ci, chargé de clandestins, a coulé près de l'île. L'épisode a provoqué une très vive émotion dans la région et une polémique féroce. Les familles et les survivants accusent la marine tunisienne d'avoir volontairement percuté le bateau des Haraga. Beaucoup ont péri, quelques naufragés racontent. وضربنا دخلوا فينا ديريكت فهمت كيفاش نسمع في الناس تعيط وتشلبك واللي يشارك واللي يكبر واللي يشاهد تسمع كل شيء فهمت واللي يعيط ما تنجم تعمل شيء ما تنجم تمشي الحق لا تفهم معناها الشقط تقسم في زوز لا تفهم معناها تقلب لا تفهم حتى شيء. Les autorités ont promis de faire la lumière sur cette affaire et de punir les responsables, quel que soit leur niveau hiérarchique. Ce drame met en lumière les espoirs déçus d'une jeunesse qui, 6 ans après la Révolution, se sent plus abandonnée que jamais. Riyad Jdei se présente comme un militant de la société civile. Il se bat pour faire entendre la voix d'une population qui n'a pas le droit de citer. Il sera notre guide à Bir Ali et ses environs. Parmi les jeunes qui ont péri en mer, plusieurs d'entre eux étaient originaires de la région. Il y a 10 victimes, originaires de Bir Ali, répartis dans 3 hameaux. Sidi Daher, Mchoucha, El Kraïma, où nous nous rendons maintenant. Une piste entourée de figuiers de barbarie qui débouche sur un hameau. Ici, la pauvreté saute aux yeux comme la sécheresse. Nous sommes à El Kraïma. Najah Lahmar nous accueille dans sa modeste maison. En dehors de quelques matelas posés à même le sol, il n'y a que les murs et un toit. Il s'empresse de nous montrer les photos de ses enfants. L'aîné n'était pas encore majeur. Il s'appelait Nejmeddin Lahmar, il avait 17 ans. Mon fils allait à l'école, mais notre école, ça vaut plus grand-chose. En Tunisie, on peut faire des études, mais on s'en sort pas, surtout par chez nous à la campagne. Je ne voulais pas qu'il parte, mais il m'a convaincu. Il m'a dit, tu peux me bâtir une maison? Tu peux me trouver un boulot? Tu peux me marier? Subvenir aux besoins de mes enfants? Je lui ai dit non. Alors il m'a dit, je pars tenter ma chance. À quelques kilomètres de là, une route poussiéreuse et quelques maisons parfois inachevées. Nous sommes à Sidi Daher. Prévenus de notre arrivée, les habitants nous attendent avec impatience. Ils veulent dire leur vérité. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour perdre mes 2 enfants? Ils m'ont détruite et que Dieu les détruise aussi. La colère et l'impuissance. Les pères se sont rassemblés dans ce qui ressemble à un garage. Ils tiennent entre leurs mains des photos, les visages de leurs fils disparus. Ça fait 21 ans que j'élève mon fils pour que finalement il parte sur cette embarcation. C'est à cause de la misère. Regardez comment nous vivons. Eux, ils se fichent des gens. Ils n'ont pas d'humanité. Ils ne viennent pas se pencher sur notre sort. Eux, leurs enfants, ils sont en Grande-Bretagne. Ils se soignent en France. Et ici, nos hôpitaux sont délabrés, nos routes défoncées. Eux, ils ont leur voiture de luxe et leur garde du corps. Et nous n'avons que Dieu. Mohamed, lui, attend qu'on lui ramène le corps de son fils pour faire son deuil. Mon fils est porté disparu. Depuis, je suis comme un fou.
Au moins, si on me ramène son corps, je pourrais être un peu apaisé. Le sang de la Tunisie coule dans mes veines. Mais on est où là? On est où franchement? Je veux juste que le plus haut responsable m'explique. À la radio, ils ont annoncé que 1800 migrants sont arrivés en Italie. À ce moment-là, ils étaient où les militaires et les gardes-côtes? À Bir Ali, malgré les dangers, les jeunes vont continuer à risquer leur vie pour un destin meilleur. Les autorités accusent même les familles d'envoyer leurs enfants à la mort en constituant des cagnottes pour les aider à prendre la mer. Cette maison en construction est celle d'un des naufragés de Bir Ali. Les travaux ne faisaient que commencer, comme ces vies fauchées en plein vol. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Retour sur le plateau de Code 24. En juillet dernier, le président américain a annoncé via son compte Twitter qu'il réinstaurait l'interdiction faite aux personnes transgenres de servir dans les rangs de l'armée. Une des promesses de campagne du conservateur milliardaire. Il mettait ainsi fin à 12 mois d'intégration, une période ouverte par son prédécesseur démocrate Barack Obama. Donald Trump a justifié sa décision en mentionnant des coûts médicaux et des problèmes de disposition opérationnelle. Gallagher Fenwick nous en dit plus. Les individus transgenres de l'armée américaine ont appris par un tweet de leur président qu'ils pourraient bientôt perdre leur emploi. Selon plusieurs études, ils seraient entre 5 000 et 15 000. Donald Trump ne veut plus de leur service sous les drapeaux. Vous êtes toujours prête pour la bataille? Les batailles sont souvent perdues d'avance, mais oui, je suis prête. Fight for chivalry, fight for honor, fight for tacos. Tacos. Après avoir passé sa vie dans la peau d'un homme, cette ancienne capitaine de la Navy a fait sa transition. Elle est devenue femme. Son identité de genre ne correspond pas à son sexe de naissance. Cela n'enlève rien à ses compétences, et c'est pareil pour ses collègues transgenres, nous dit-elle. Ils ont prouvé à de nombreuses reprises qu'ils peuvent être déployés, qu'ils sont performants au plus haut niveau et dans tous les secteurs de l'armée. Et vu ce que je suis en train de faire, je crois qu'on peut dire qu'on sait se battre, non? La priorité, c'est de rester en vie. Commence par te défendre et dès que tu vois une ouverture, tu frappes. Un chevalier qui supervise l'entraînement nous livre son point de vue. Bryn se bat comme un combattant. Je ne vois pas de combattants ou de combattantes. Ce sont juste des combattants. Ils sont bons ou mauvais, le reste ne m'importe pas. L'identité de genre n'a rien à voir avec la capacité au combat. C'est aussi l'avis de Bree Fram. Il y a un an, elle révèle à ses collègues du Pentagone qu'elle se sent à la fois homme et femme. À l'époque, Barack Obama approuve l'intégration des personnes transgenres dans l'armée. Une décision annulée par un tweet de l'actuel président. Bree se rappelle le moment quand elle a découvert la nouvelle. C'était un coup de tonnerre. Le président disait avoir consulté ses généraux et que c'était prévu depuis un moment. Personne ne sait d'où ça sort. On ne comprend pas ce qu'il s'est passé. Au travail, Bree cède sa place à l'officier Brian. Ici, c'est la partie masculine, là, la partie féminine. L'officier estime qu'avoir une identité double est un atout. Cela permet de voir le monde et envisager les problèmes avec différents points de vue. Brian plaisante sur le fait qu'il a également dû beaucoup apprendre sur la gestion du risque face au regard des autres. Pour l'heure, il doit à nouveau prouver son professionnalisme et sa volonté de servir son pays.
Notre valeur doit se mesurer à l'aune de ce que nous faisons tous les jours pour le pays. À présent, nous devons nous battre contre l'instinct de certains. Ils nous condamnent non pas pour ce que nous faisons, mais pour ce que nous sommes. C'est très dur d'être confronté à cela. Brian a le sentiment d'un retour en arrière. Il le renvoie à la situation qu'il a connue avant la mise en place de la politique d'intégration des transgenres. Dans ce débat, il y a des organisations très puissantes dans le camp adverse. Par exemple, le Family Research Council. Il abrite des écrivains comme Peter Sprigg. Il a développé des théories qui ont fait leur chemin jusqu'à la Maison-Blanche. Il accuse notamment la thérapie hormonale des recrues transgenres de coûter trop cher à l'armée. Il ajoute que ce n'est pas le seul problème. Nous mettrions des femmes dans des situations où elles devraient partager leur chambrée, leurs toilettes, leurs douches et leurs vestiaires avec des personnes qui biologiquement sont des mâles et qui souvent ont encore des organes génitaux masculins. Cet activiste défend les droits de la communauté LGBT au sein de l'armée. Il demande à voir les preuves derrière la thèse qui veut que la présence de personnes transgenres soit problématique pour les militaires. Selon lui, les coûts associés à leurs besoins médicaux sont dérisoires comparés au budget global de la défense. Limoger tous ces individus n'est pas une option réaliste et irait à l'encontre des intérêts de la nation. Si on se débarrasse de 15 000 personnes, il faut les remplacer. Qui va remplir leur poste? Toutes ces personnes sont très compétentes. Elles travaillent très bien au sein de l'armée et veulent servir. Certaines d'entre elles sont prêtes à mettre leur vie en danger pour servir leur pays. J'aimerais qu'on m'explique pourquoi est-ce que cela fait l'objet de débats. Les critiques de Donald Trump l'accusent d'avoir pris cette décision uniquement pour faire plaisir à son électorat religieux. Pour le moment, le Pentagone ne recrute plus de personnes transgenres. Il a jusqu'au mois de mars prochain pour faire connaître sa décision sur le sort de toutes celles et ceux qui servent actuellement dans ses rangs. L'organisation État islamique avait fait de Raqqa en Syrie la capitale de son pseudo-califat. C'est dans cette ville que les djihadistes ont perpétré leurs pires exactions et qu'ils ont fomenté leurs attaques terroristes les plus sanglantes, notamment en France. Il a fallu 4 mois pour reprendre la ville à l'EI. 4 mois de bataille de rue menée par les forces démocratiques syriennes, une alliance de combattants kurdes et arabes appuyée par la coalition internationale. Des milliers de bombes et de missiles se sont abattus sur Raqqa, transformés en un champ de ruines, faisant des milliers de victimes civiles. Nos reporters James André et Abdallah Malkaoui se sont rendus sur place. Ils y ont rencontré Hayat, une jeune femme qui a tout perdu. Quelques rares habitants sont revenus s'installer dans les faubourgs les moins détruits de la périphérie de Raqqa. Tout le monde ici a souffert des combats. Hayat a perdu toute sa famille dans une frappe de la coalition. Elle retourne sur les lieux du drame pour la première fois. Un silence de mort règne dans le centre-ville. Une odeur écœurante de cadavres et de brûlés imprègne l'air de ce qui fut la 6e ville de Syrie. La campagne de bombardement de la coalition n'a épargné aucun bâtiment. La voiture s'arrête devant les ruines d'un immeuble éventré. C'est là que la famille d'Hayat a trouvé la mort. Elle espérait voir les dépouilles de ses enfants. ولادي لساتهم كلهم هون تحت الدمار والسقف. حسبي الله ونعم الوكيل، ما حدا طالعهم، كلهم تحت الدمار. وين ولادي؟ بدي اشوفهم بين هالدمار. منو
حيساعدني ويطالع لي اياهم. نجي طالعهم من جوا هالدمار كله نازل عليهم، شلون بدي انزل اشوفهم؟ مو ضال شيء من البناية، قالوا لي مو مرتمية البناية. هاي البناية اللي ضربت بينا وروحت لي ولادي واهلي، واليوم انا اسعى بين الكرات كلهم والمكانات كلها، بس بدي حدا يساعدني. ما حدا يساعدني، ما حدا يفوتني، طالع لي الجثث، ما حدا قام يساعدني. اليوم انا مروحة، ارواح اغلى ما عندي، جثث اولادي وجوزي وامي واختي وبنت اختي، عيلتي كلها راحت، اهلي. كنا بالقبو واجانا الصواريخ بين المغرب والعصر، حتى كنا قاعدين لأن وقت الضربة النار شعلت بوجهي. أقول لك جارتنا كانت قدامنا التدمرية قاعدة أنا وهي، صارت فحمة، أدحق عليها فحمة، صارت خالص صاروخ نزل فوقها. هون أنا ما عاد أدري بحالي، ابني قام يتوجع ويتألم، ما أقدر أساعد وأترجاهم إن شاء الله بس خيطوه، راسه قام ينزف دم من هون، بس سكروا له الجرح، الدم بلكي يرتاح يصحصح يصيح يا ماما ساعديني. أقول له ما أقدر أساعدك يا ابني، ما أقدر أساعدك، قل يا الله ساعدني، أنا كنت محروقة وماني قدرانة لا بإيدي ولا برجليني، ولا أقدر حتى أقرب عليه ولا أقدر أقوم، ما قدرت أساعده. ظل يتعذب لأذان الصبح، عطاك عمره هو يصيح يا رب ساعدني، لما ما رب العالمين ساعده. رقة جديدة غير هنا، لازم يبنونها على الجبل، دحق الركام هذا الشيء عدله وش يسويه. وبأكثر العالم قعدت يعني بمناطق برا، مثلا بعين عيسى بالمخيم تقول له ارجع الرقة، يقول لك شو ارجع الرقة، الرقة دمرت يعني، وفعلا متدمرة خالص. Allez, on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Retour sur le plateau de Code 24. Ce sont les femmes qui m'ont tout appris, considérées comme le maître des maîtres, un symbole, une légende vivante. Le couturier franco-tunisien Azzeddine Alaya s'est éteint à Paris le 18 novembre 2017. Humble, obsessionnel, indépendant, il détestait le star system et ses vanités, fuyait les journalistes et ne donnait que de très rares interviews. Reportage. Il disait « Ce sont les femmes qui m'ont tout appris ». Considéré comme le maître des maîtres, un symbole, une légende vivante, le couturier franco-tunisien Azzeddine Alaya s'est éteint à Paris le 18 novembre. En décembre 2011, le musée de Groningue aux Pays-Bas lui consacre une extraordinaire rétrospective. Tous ses amis sont là. J'ai eu la chance de rencontrer un homme en 1986 qui est l'un des meilleurs, probablement le meilleur créateur au monde. Pas juste le meilleur, le plus unique aussi. Tous les créateurs le respectent et plus encore, il est comme un père pour moi. Je l'appelle papa car nous avons une relation père-fille. Je vis avec lui, je reste chez lui parfois. Il est honnête avec moi dans tous les aspects de la vie. C'est ce qui est important, c'est ce dont j'ai besoin et c'est pour ça que je l'aime. Quand elle est arrivée, elle a 14 ans chez moi. Et elle est restée pendant 3 ans et c'est une fille qui est très touchante. Elle a quelque chose de particulier vraiment. C'est ma fille. Azzeddine Alaya avait une façon bien singulière de concevoir ses modèles. Il travaillait directement sur le corps des mannequins, comme Naomi Campbell. Cela lui permettait d'étudier le tombé des tissus, de comprendre le mouvement des étoffes. Je pense qu'aujourd'hui, tout peut venir que par les femmes. Les femmes, c'est un féminisme. C'est un féminisme. Il donne aux femmes le moyen de se sentir plus fortes, plus puissantes, de faire plus de choses dans le monde, parce que quand on est belle, on se sent plus sûr de soi et on ose plus. Donc Azzeddine Alaya, c'est un féministe. Ça me tient à cœur et c'est un travail, c'est pour les femmes que je le fais, pour qu'elles deviennent les plus belles dans l'histoire de la mode et des femmes. Je travaille pour les femmes sans penser ni mode, ni tendance,
Ni vraiment, je pense qu'uniquement de penser à les embellir et les mettre en haut. Asdin Alaya était une figure unique. Jeune, en Tunisie, il apprend la couture avec ses sœurs. Arrivé à Paris dans les années 50, il passe quelques jours dans le studio de la Maison Dior, quelques mois chez Guy Laroche. À la fin des années 60, il est couturier dans une petite chambre de bonne. Il habille alors Arletty, Greta Garbo. Ses constructions rigoureuses, iconiques, ont été indéfiniment copiées. Le body, le caleçon noir moulant, les zips. Les gens ne savent pas très bien ce qu'est un créateur de mode, car la plupart sont des stylistes. Ils ne savent pas comment créer des vêtements. Vous savez, ils ne cousent pas eux-mêmes, comme le fait Azzedine. Lui sait comment construire ses créations. C'est un créateur, un vrai créateur. Quelques années plus tard, en septembre 2013, Paris va enfin l'accueillir. Cela ne s'était jamais vu du vivant d'un couturier. Le Palais Galliera et le Musée d'Art Moderne, dans la fameuse salle Matisse, exposent ses modèles. Alaya n'a jamais fréquenté d'école de mode. Adolescent aux Beaux-Arts de Tunis, il apprend la sculpture. Et c'est là qu'il comprend qu'il faut tourner autour du modèle pour en embrasser toutes les perspectives. Je pense qu'il crée comme des sculptures qui prennent vie sur le corps des femmes, avec une obsession pour les détails, les techniques extraordinaires, une compréhension des propriétés textiles, qu'il s'agisse du galoucha, du cuir ou de la maille, du taffetas de soie ou du chiffon. C'est un véritable artiste dans la mode. Sa carrière internationale débute à New York en 1980. Lui, le Méditerranéen, il est sidéré par ce succès acquis outre-Atlantique. Il conservera toujours une attitude rebelle. Il défile chez lui, dans le Marais, à Paris, quand il est prêt, sans s'embarrasser des contraintes édictées par les fédérations internationales. La seule chose qui importe, c'est créer. Les matières sont absolument indéfinissables et ça, c'est très rare. Personne ne sait inventer de nouvelles matières aujourd'hui et je crois qu'Asdin est le seul à le faire, vraiment. La construction de ces vêtements, la manière dont ils sont fondus presque, on a l'impression qu'ils sont fondus sur les filles, sur les mannequins, et ça c'est tout à fait unique à Asdin Alaya. On ne sait pas où sont les coutures vraiment, on ne sait pas comment ils sont construits, et ça c'est vraiment magique. Humble, obsessionnel, indépendant, Asdin Alaya déteste le star system et ses vanités. Il fuit les journalistes, ne donne que de très rares interviews. Ce sont celles qui portent ses créations qui en parlent le mieux. C'est comme une deuxième peau. Alaya, c'est une deuxième peau sur le corps de la femme. Et les femmes avec lui se sont aimées, compris. Et c'est un amour éternel. Voilà. Il avait bien sûr des sources d'inspiration. Marie-Antoinette, le cinéma français des années 50, Christian Dior, Cristobal Balenciaga, Elsa Schiaparelli, mais aussi Grace Jones. Asdin Alaya, c'est l'esprit artisanal, familial, mais aussi l'esprit d'ouverture et de partage. On vient de finir le défilé, on vient le féliciter et il nous invite tout de suite à dîner. Parce que Asdin, c'est ça. Asdin, c'est des soirées à se parler, à être curieux. Asdin, c'est quelqu'un de très très curieux, qui a besoin de rencontrer les gens profondément et vraiment. Après plus de 50 ans de travail acharné, ce génie avait su rassembler autour de lui des personnes de toutes les cultures, de tous les âges. Il avait créé non pas une mode, mais un style puissant, sensuel. Planer sur les routes d'Auvergne, c'est s'offrir une balade hors du temps, dans l'une des régions les plus préservées de France. Territoire volcanique, la région regorge de richesses naturelles que l'on ne trouve presque plus ailleurs. L'Auvergne est aussi un territoire d'eau qui regorge des lacs, des rivières et d'étendues artificielles. Des espaces chéris par les Auvergnats, mais qui n'ont pas toujours fait l'unanimité. Reportage. C'est une région encore brute et sauvage, marquée par son origine volcanique. Balade au cœur de l'Auvergne.
À bord du Gentiane Express, le paysage défile et laisse apercevoir une terre préservée. Des édifices au milieu de nulle part, avec un paysage sauvage, avec beaucoup d'oiseaux, on a vu des chevreuils, on a plus des moutons et des vaches. Vestige de la ligne Paris-Méditerranée, le viaduc de Barajol est construit au début du XXe siècle par les gens du pays. Il s'élève à 57 mètres au-dessus de la vallée de la Rue. Les hivers, surtout à l'époque, étaient très rudes, donc il y avait beaucoup de périodes d'inactivité quand même. Donc c'était extrêmement difficile de pouvoir organiser tous les chantiers. Et il y a eu des périodes d'interruption. La preuve, c'est qu'il a mis 4 ans pour être construit, ce viaduc. L'Auvergne, c'est aussi le grenier à gentiane de l'Europe. Cette plante, aux fleurs jaunes en été et aux racines amères, mais bienfaisantes. Le Massif central est une région peu boisée et dont l'altitude et l'ensoleillement permet à la plante de s'épanouir. Il reste aujourd'hui quelques gentianaires qui peuvent arracher jusqu'à 200 kilos par jour avec leur fourche, dite du diable. Ça se mérite, oui. Oui, parce que la fourche pèse 15 kilos déjà. La plante est à la base de plusieurs apéritifs. Une vieille tradition. Voilà. Et on se doit de reboucher le trou. Dans les temps anciens, il y avait une habitude au niveau des fermes de réaliser eux-mêmes leur boisson en faisant macérer des racines de gentiane fraîches ou sèches dans un liquide qui était souvent du vin rouge ou du vin blanc. Dans ces paysages, l'eau est partout présente. Un paradis pour les pêcheurs. La pêche, de toute façon, dans un coin comme ça, c'est un prétexte à découvrir la nature. Hop là, et là on a une belle truite fario. Alors on voit qu'elle a des couleurs un peu glacées sur le dessus là. Ça c'est dû à la crue. Allez, file. Voilà. Quant à lien d'adoption, Guillaume est guide de pêche. Au-dessus de nous, on a 15 km de rivière, il n'y a rien. Il y a juste de la rivière, des truites, des animaux et un pêcheur de temps en temps. On peut voir un cerf traverser à tout moment. Il ne nous calcule pas, quoi. Il ne nous calcule pas. Déjà, la rivière masque l'odeur et masque le bruit qu'on peut faire. L'eau, un trésor auvergnat qui sert aussi à alimenter la région en électricité. Direction le lac de Bord-les-Orgues. Ce barrage peut alimenter une ville de 100 000 habitants. C'est le plus grand de la région. Derrière cette muraille de béton, 480 millions de mètres cubes d'eau. Avec ses 22 km de long, vue du ciel, la beauté de ce lac artificiel est à la hauteur de sa démesure. C'est le terrain de jeu idéal pour Stan et Noé. Votre petite planche. Pour la reprise, on va y aller tranquille. Ce matin, justement, la reprise n'est pas facile. Okay. Allez, prends bien ton temps. Stan est un passionné. Lui et son frère s'entraînent ici tous les week-ends. Il n'y a pas de vagues. Et quand il y a du vent, l'eau, c'est un vrai miroir, c'est magnifique. On rêve un peu des fois. C'est beau quand même. Il y a des montagnes partout autour. C'est isolé. Ce lac, aujourd'hui synonyme de loisir, n'a pas toujours fait l'unanimité. Avec la mise en eau du barrage en 1951, la vallée est engloutie. 10 villages disparaissent. Une centaine de familles doivent tout abandonner. Un déracinement que Michel a vécu. Je regarde ailleurs, mais je vais toujours là-bas. C'est derrière les sapins que nous voyons là qu'il y a le village. Pour que cette histoire ne soit pas oubliée, Michel a créé des albums photographiques. Son oncle et sa tante sont les derniers à avoir abandonné leur maison. L'eau est rentrée par la porte, elle lui a noyé son feu. Ils sont montés dans cette chambre et l'eau les a sortis de la chambre et ils avaient une route ici qui les emmenait au village de la Blonderie. De cette époque, il ne reste que la chapelle des Manants et le château de Val.
L'édifice, construit au XVe siècle, propriété de la commune, attire aujourd'hui de nombreux visiteurs. Séduits par une région sauvage, où il fait bon se laisser porter, doucement, au rythme de la nature. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous tous de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. Je vous dis à la semaine prochaine.